On va d'abord parler des personnes âgées dont vous vous occupez. Il va y avoir du nouveau dans les EHPAD, ces établissements qui accueillent les personnes âgées dépendantes. Elles sont près de 600 000 en France, réparties dans 7 500 Tout à établissements. fait. Et pour améliorer la vie, la fin de vie parfois de ces personnes, eh bien, il va y avoir du changement dans ces EHPAD. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Vous l'avez dit, il est très important de respecter le choix et le bien-être des personnes âgées. Aussi, un nouveau droit va leur être octroyé, à savoir, elles pourront désormais amener avec elles, quand elles se rendent en EHPAD, leur animal de compagnie, le petit chat, le chien ou même le canari. Et donc ça, c'est véritablement bénéfique pour elles. C'est un crève-cœur. Généralement, quand elles quittent leur logement, leur habitation, c'est un crève-cœur. Elles perdent leurs repères. Et parfois, derrière, c'est même inhumain, elles laissent aussi un petit animal de compagnie. Alors, il faut préciser les choses du point de vue législatif ou juridique. C'était une proposition de loi de certains députés. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le gouvernement est également favorable, tout comme d'ailleurs le sont également les Français, les directeurs d'EHPAD, la Fondation 30 millions d'amis. Ça nous semble effectivement aller dans le bon sens. C'est une très belle avancée que je salue. Et donc, bien sûr, je soutiens cette mesure qui me semble tout à fait pertinente. Mais alors, amener son animal de compagnie dans un EHPAD, ça semble possible et réalisable dans les EHPAD publics. C'est à peu près la moitié des EHPAD sur le territoire français. Mais est-ce qu'un EHPAD privé pourra opposer un règlement intérieur disant que les animaux de compagnie ne sont pas... Il n'y a pas de demi-mesure. La loi s'impose à toutes et tous. Donc ce droit nouveau s'imposera également aux EHPAD privés. C'est clair, c'est extrêmement important de ne pas différencier les citoyens selon leur lieu de résidence. Donc il y aura obligation pour tous les EHPAD bien sûr, d'accepter... c'est un droit, j'allais dire, opposable, et les EHPAD privés devront effectivement accepter l'animal de compagnie des personnes. Est-ce que le personnel est prêt, formé à accueillir des animaux dont certains pensionnaires ne seront pas toujours en état de s'en occuper? Alors bien sûr, il y aura peut-être de la formation, de la pédagogie et aussi une nouvelle réorganisation dans le cadre du travail. Mais le personnel est tout à fait ouvert. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tout le travail qui est fait par les professionnels qui interviennent et qui accompagnent les personnes âgées. Pour le personnel, ce qui est important, c'est aussi le bien-être des personnes. Et les animaux domestiques, c'est toutes sortes d'animaux domestiques? Est-ce qu'il y aura des règles, des conditions d'hygiène? On va être quand même, j'allais dire, pragmatique et réaliste. On ne fait pas, comme je le dis, nager un dauphin dans un bocal à boisson. Il va falloir être réaliste. Et on ne pourra pas, par exemple, si la personne elle a un animal tel qu'un boa, évidemment, le boa ne pourra pas intégrer les pattes. Mais ça veut dire quoi? Les chiens, les chats, les oiseaux, les poissons? Les chats, les poissons rouges, le petit canari, etc. Donc tout cela. D'ailleurs, moi, je suis sur le terrain et j'ai vu que, par exemple, les EHPAD aujourd'hui, qui sont des EHPAD qui s'ouvrent vers l'extérieur, la ferme à l'EHPAD, où on recevait toute une série d'animaux, des poneys, des canards, et des poussins, et tout cela, pour le bien-être des personnes, ça fait une animation. Regardez, voilà, vous voyez, je ne savais pas les images c'est pas forcément un animal domestique qui appartient à cette pensionnaire. Mais ça stimule, on voit après, regardez, vous pouvez voir qu'elles ont les yeux quand même qui brillent, donc c'est aussi le bien-être des personnes, j'insiste là-dessus. Une question triste mais pragmatique aussi. Qu'est-ce qui se passe au décès du pensionnaire qui possède un animal? Qu'est-ce qui se passe pour l'animal? Est-ce qu'ils seront récupérés par le personnel? Alors, si tel est le choix du personnel, pourquoi pas? Mais après, la famille peut aussi récupérer. Bien sûr, tout organisé. ça, ce sera bien sûr organisé. Il y aura un décret qui va sortir pour pouvoir effectivement régler tout ça et toutes les situations un peu particulières. Mais en tous les cas... Quelle sera l'échéance de cette mise en place? Dès que la loi elle est votée, tout de suite derrière, il y aura le décret. Je veillerai à ce que ce soit très vite appliqué. Donc c'est ce printemps, normalement? Normalement. Où en est la confiance des Français dans les EHPAD un peu plus de 2 ans après le scandale Orpea, après la publication du livre Les Fossoyeurs qui avait révélé les scandales des mauvais traitements? Beaucoup de familles avaient retiré leurs membres de ces EHPAD. Est-ce qu'aujourd'hui, la confiance, entre guillemets, est revenue? C'est vrai que depuis cette crise, et la crise sanitaire aussi a compliqué un petit peu les choses, mais aujourd'hui, je le dis encore une fois, les professionnels sont fortement mobilisés et l'État s'est mobilisé pour faire des contrôles menés. Voilà, donc sur 7500 EHPAD, aujourd'hui, 50% des EHPAD ont été
contrôlés et nous poursuivons ces contrôles. Alors évidemment, quand il y a des situations, des signalements ou des situations d'urgence, il y a encore des établissements qui sont épinglés. Il y a eu notamment le cas d'une dame à Bordeaux. J'étais encore hier avec les directrices et les directeurs des ARS et donc je leur ai dit vraiment de se mobiliser en cas de signalement. Donc toutes les agences régionales de santé sont mobilisées pour pouvoir mener à bien tous ces contrôles. De nombreux EHPAD publics, je rappelle donc que c'est la moitié d'entre eux, manquent de moyens, notamment face à la hausse du prix de l'électricité, du chauffage, des denrées alimentaires, n'arrivent plus à joindre les deux bouts et sont non pas en situation de faillite, mais sont obligés parfois de se mutualiser. Est-ce que c'est une situation dont vous prenez conscience, alors qu'aujourd'hui l'argent public manque ? Tout à fait. Nous avons déjà fait en sorte que les EHPAD publics puissent bénéficier du bouclier tarifaire concernant l'énergie. Ça n'est pas rien. On vient de créer également un fonds d'urgence de 100 millions d'euros pour accompagner effectivement les EHPAD qui sont en difficulté. Et il faut regarder aussi... Certains disent qu'il faudrait 10 milliards d'euros pour le secteur. 10 milliards, c'est pas uniquement au niveau des EHPAD, mais également dans le cadre des politiques domiciliaires, parce qu'il ne faut pas oublier que d'ici 2050, c'est demain, 2050, nous aurons 4 millions de personnes dépendantes. Et on le sait très bien, les Françaises et les Français souhaitent rester le plus longtemps, vivre le plus longtemps possible chez elles. Mais pour ce faire, il nous faut effectivement des services à domicile, des professionnels, des compétences, des ressources humaines pour accompagner les personnes chez elles. Un autre sujet, hier a été inauguré en Seine-Saint-Denis, le village olympique de Paris 2024 par Emmanuel Macron. Vous êtes donc ministre à la fois chargé des personnes âgées et des personnes handicapées. Très belle mission. C'est l'après auquel vous vous intéressez, car ce village va devenir, à partir de 2025, un lieu d'habitation. Et la nouveauté, si j'ai bien compris, c'est que ce sera ouvert à tous, y compris aux personnes handicapées. Bien sûr, donc ce village, c'est une très très belle avancée, c'est un héritage donc, des Jeux olympiques et paralympiques, permettra à 6 000 personnes dépendantes, en situation de handicap, qui pourront accéder à ces logements dans la mesure où ils sont tous, je dis bien tous, accessibles. Donc c'est une très belle avancée. Ça représente à peu près donc 2800 logements pour 6 000 personnes. Et ça, c'est l'héritage. Mais vous savez que des personnes handicapées pourront accéder... Bien sûr, je suis constamment alertée sur cette... Lancer une politique dans ce sens ? Dans ce sens, tout à fait. On lance déjà, puisqu'on a mis 1,5 milliard sur l'accessibilité des bâtiments, des gares, des transports, des bâtiments, des collectivités territoriales. Et puis, bien sûr, dans le cadre du logement, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps mon homologue au logement et je lui ai fait part, effectivement, de ce virage, ce choc démographique par rapport aux personnes dépendantes et puis également, bien sûr, par rapport aux personnes en situation handicapée. Le point noir redouté des JO, vous le savez, ce sont les transports en Île-de-France, avec notamment les problèmes d'accessibilité pour les personnes qui doivent prendre le métro, les bus, les tramways, et qui sont dans des situations où aujourd'hui encore, à l'heure où nous nous parlons, les stations ne sont pas du tout accessibles aux personnes handicapées, même s'il y a eu des progrès. Bien sûr, je vous remercie de souligner les progrès. Il y a 430 millions d'euros effectivement pour accompagner la mise en accessibilité des transports. Je rappelle que tous les sites olympiques, paralympiques seront accessibles à 100%. Oui. Les gares qui desserviront... À l'arrivée, mais au départ, Madame la Ministre. Et également, tout le réseau de surface, je le dis encore une fois, les bus, le tram, tout ce réseau-là est accessible. Donc ne faisons pas peur à nos personnes en situation de handicap et à nos touristes. On attend 12 millions de personnes, de touristes en France. Ça sera un bel événement festif et nous serons au rendez-vous. Vous dites ce matin, Madame Khattabi, que lorsqu'on est une personne en situation de handicap, on pourra assister comme tout le monde aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques dans quelques mois en France. Tout à fait. En tout cas, j'y veillerai. On est mobilisés. On travaille, bien sûr. Moi, je travaille avec la ministre Oudéa Castéra. Je travaille également, bien sûr, avec les services de la RATP. Nous serons au rendez-vous. Il y aura 200 navettes de bus, des navettes qui seront effectivement accessibles. Il y aura 1000 taxis PMR qui seront disponibles le moment venu. Donc, on y travaille et on sera au rendez-vous. De s'en rendre compte, le cas échéant. Une question politique pour finir. Vous avez désormais, dans votre parti Renaissance, une tête de liste. Ça a été quand même assez laborieux. Très belle tête de liste. Oui, très belle. Ça a mis un certain temps, disons, à être connue du public. Voici Valérie Hayé. Elle n'est pas, elle, très connue du public encore. Est-ce que ce n'est pas un handicap dans une
course à la campagne européenne où où votre parti a déjà une longueur très importante de retard sur Jordan Bardella, le écoutez, leader c'est du une très belle Rassemblement tête de national. liste, fille d'agriculteur, qui connaît bien les sujets, qui est eurodéputé, qui est président de Renew, combative, travailleuse, je l'ai vu hier Mais encore. inconnu du public, c'est pas un handicap. Ce qui compte, les Français, ce qu'ils veulent, c'est avant tout des élus qui travaillent. Et Madame Hayé travaille, elle est combative, elle est aux affaires, donc je lui fais entièrement confiance. Donc sans manque de notoriété, pas de problème. Ce qui compte, c'est d'être au travail. Vous dites que vous êtes la seule liste qui va vraiment défendre l'Europe. Ça veut dire que, par exemple, la liste du Parti socialiste, la liste écologiste, ce ne sont pas des listes pro-européennes ? Je ne dis pas qu'elles ne sont pas pro-européennes, c'est ce qu'a dit Madame Hayé. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que de tout temps, l'Europe et le président de la République, dans le cadre déjà de sa première campagne, européiste, et on a besoin d'Europe plus que jamais. Alors qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a des conflits internationaux, on a une guerre aux portes de l'Europe. Il est important, effectivement, qu'on ait une Europe forte, protectrice, et c'est ce qu'attendent les citoyens européens. Et on imagine que vous ferez vous aussi campagne Bien pendant sûr. ces mois qui viennent. Merci beaucoup, Fadila Khattabi, C'est moi qui vous ministre remercie. déléguée chargée des personnes handicapées et des personnes âgées. Bonne journée. Merci beaucoup.